Mon fils m'a demandé de quitter sa fête. Alors, j'y ai souri, j'y ai ramassé le dossier et je suis sorti. Le lendemain matin, il m'a appelé 42 fois. J'y étais assis sur le parking depuis 11 minutes avant de finalement sortir de mon utilitaire. Le bâtiment ne ressemblait plus du tout à ce qu'il était lorsque il s'agissait d'une menuiserie en faillite. Mathieu l'avait entièrement vidé. Tout avait été refait, avec de grandes baies vitrées allant du sol au plafond. Sur toute la façade. La nouvelle enseigne au-dessus de l'entrée, lumière. Innovation, était rétroéclairée en bleu, nette et élégante sous le ciel des octobre. J'y avais payé pour cette enseigne. J'y avais payé pour la majeure partie de ce qui se trouvait à l'intérieur aussi, mais je n'y pensais pas en ajustant ma veste et en sortant le dossier cartonné du siège passager. Le dossier était épais. 320 000 € de reconnaissance de dette, de prêts commerciaux co-signés et de chèques personnels que j'y avais signés au cours des 4 dernières années se trouvaient à l'intérieur, documentés et notariés. Elle n'avait pas prévu de l'apporter ce soir. Puis ma fille m'a appelé cette après-midi-là et m'a dit, « Papa, fais attention. Quelque chose ne va pas avec cette fête. » Alors, j'y ai pris le dossier. J'y ai franchi les portes vitrées pour entrer dans une salle pleine de gens que je ne connaissais pas. J'y ai compté. Peut-être 80 invités, peut-être plus. Le personnel de restauration circulait entre des groupes de personnes vêtues de vêtements coûteux, portant des plateaux de quelque chose qui sentait les crevettes et des autres choses que je ne pouvais pas nommer. Un trio de jazz était installé dans le coin opposé. Tout brillait. Mathieu était près du centre de la pièce quand je l'ai repéré. Il portait un costume sombre que je n'avais jamais vu auparavant, une pochette de soie qui coûtait probablement plus cher que mon premier remboursement de voiture, et cette sorte d'assurance tranquille qui ne vient que lorsque vous avez décidé que ce soir tout tourne autour de vous. Ma belle-fille, Léa, se tenait à ses côtés, la main sur son bras, avec un sourire des plus travaillés. J'y ai levé la main quand son regard s'est posé sur moi. Il a détourné les yeux. Je me suis frayé un chemin à travers la pièce. Mathieu. J'y ai tendu la main pour la poignée de main que nous avions toujours faite, la main tendue. Félicitations. Cet endroit est incroyable. Il a jeté un coup d'œil à ma main, puis à Léa. Quelque chose est passé entre eux. Papa. Sa voix était basse et sèche. Je ne pensais pas que tu porterais vraiment ça. J'y ai regardé ma tenue. Je portais une veste de sport gris foncé, un pantalon bien repassé, de bonnes chaussures, là. Même tenue que j'y avais portée pour mon propre dîner de départ à la retraite il y a 3 ans. Que est-ce qui ne va pas avec ça? Rien. Il l'a dit de la façon dont les gens disent rien quand ils veulent tout dire. Léa s'était déjà détournée pour saluer quelqu'un d'autre. J'y ai trouvé un siège près du bord de la salle, proche d'une table haute avec un petit centre de table. Une femme que je ne reconnaissais pas m'a fait un signe de tête poli et s'est éloignée. J'y ai posé le dossier sur mes genoux et j'y ai regardé mon fils circuler dans la salle. Il était doué pour ça. J'y avais toujours été fier de cela. Il avait l'aisance de sa mère avec les gens, sa capacité à faire en sorte que la personne à qui elle parlait se sente comme la seule personne importante dans la pièce. Hélène était partie depuis 6 ans maintenant, et parfois regarder Mathieu évoluer dans une foule était la chose la plus proche que j'y avais de la revoir. 1 heure a passé. La nourriture a circulé. J'y ai pris une assiette et j'y ai mangé lentement, en observant un homme dont j'y ai appris plus tard qu'il était un contactant. Capital Risque a fait un court discours sur la vision et le leadership de Mathieu.
Mathieu a répondu par des remarques polies et chaleureuses et a mentionné sa femme 2 fois, son équipe 3 fois, et son père 0 fois. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Puis Mathieu a de nouveau tapoté le micro. Il faisait une deuxième série de remerciements, citant des personnes spécifiques par leur nom. Des partenaires commerciaux, des mentors qu'il avait trouvés par lui-même, un ancien professeur qui avait cru en lui, un ami qui lui avait prêté un espace de bureau. Pas un mot sur l'homme qui avait co-signé le prêt commercial initial quand aucune banque ne voulait le toucher. Pas un mot sur la personne qui avait signé chèque après chèque lorsque les 2 premiers lancements de produits avaient échoué. Pas un mot sur l'entrepreneur de 40 ans d'expérience qui avait passé ses week-ends à aider à vider et à reconstruire cette pièce même. Je suis resté assis avec cela un moment. Puis j'y ai ramassé le dossier et j'y ai marché vers l'avant de la salle où Mathieu tenait toujours le micro. Papa. Sa voix était tranchante maintenant, du genre de celle qui est censée vous arrêter sans faire de scène. Ce n'est pas le moment. Je voulais juste te féliciter en personne, ai-je dit. Sa mâchoire s'est crispée. Est-ce que tu peux juste, j'y ai besoin que tu ne fasses pas ça maintenant. Tu rends les choses bizarres. Rendre quoi bizarre? Léa est apparue à ma gauche. Elle a touché mon coude, ses doigts étaient fermes. Julien, dit-elle, et la façon dont elle a prononcé mon nom ressemblait à un avertissement. Pourquoi n'irais-tu pas te prendre un verre au bar? Nous nous rattraperons plus tard. Je suis ici depuis 1h30, ai-je dit. Oui, et nous apprécions que tu sois venu. Elle me dirigeait par le coude maintenant, me déplaçant réellement, et les gens à proximité commençaient à regarder. Mais Mathieu a des invités importants ce soir, et nous avons vraiment besoin qu'il soit concentré. Tu comprends? Mathieu ne disait rien. Il me regardait avec une expression que je reconnaissais et que je détestais, le même regard qu'il m'avait lancé à 15 ans quand ses amis étaient là et que j'y avais dit quelque chose qu'il considérait comme embarrassant, comme si j'y étais un problème à gérer. Compris, ai-je dit. J'y ai arrêté de bouger. La main de Léa a lâché mon coude. J'y ai regardé mon fils. Pendant 3 secondes complètes, assez longtemps pour qu'il ne puisse pas prétendre que je ne l'avais pas fait. Puis j'y ai ouvert le dossier et j'y ai sorti le document du dessus, est l'accord de prêt co-signé original d'il y a 4 ans. 180 000 €. Ma signature en bas à côté de la sienne. Alors elle n'aura certainement plus besoin de moi pour continuer à couvrir cela, ai-je dit. Je les plier une fois et je les poser sur la table haute à côté du centre de table. Puis j'y ai plié le deuxième document, les relevés de chèques personnels, et je les placer par-dessus. Puis le troisième. Papa, que est-ce que tu fais? Profite bien de ta fête, Mathieu. J'y ai ramassé le dossier vide, qui était plus qu'une chemise cartonnée, et je l'ai glissé sous mon bras. C'est une belle salle. Je suis sorti par les portes vitrées. L'air de la nuit était froid et pur. Je suis resté assis dans mon utilitaire un moment, les mains sur le volant, et je ne ressentais pas grand-chose à part de la fatigue. Puis j'y ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi. Je vis seul dans une maison de 4 pièces à Lyon, la même maison que Hélène et moi avions achetée en 1987. Mathieu a grandi dans cette maison. Tout comme ma fille, Camille, qui vit à 40 minutes de là, à Villefranche-sur-Saône, et appelle tous les dimanches sans faute. J'y avais prévu de léguer éventuellement la maison à tous les deux à parts égales, bien que ce plan ait toujours été plus
Une pensée qu'un document officiel. J'y ai nourri le chien, préparé une tasse de thé et je me suis assis dans la cuisine avec les lumières tamisées. Le dossier était sur la table devant moi, vide. J'y ai fixé le grain du bois et j'y ai pensé à ce que je venais réellement de faire. Le téléphone s'est allumé à 23h47, le nom de Mathieu est apparu. Je l'ai regardé sonner, puis il s'est arrêté, et 2 minutes plus tard, il s'est rallumé. Je l'ai retourné face contre terre et je suis allé me coucher. Le matin, il y avait 14 appels manqués. J'y ai préparé le petit déjeuner, sorti le chien et appelé Camille. J'y ai entendu, a-t-elle dit avant que je ne puisse commencer. Léa m'a envoyé un SMS à minuit. Elle a dit que tu avais fait une scène à la fête et que tu avais bouleversé Mathieu. Quel genre de scène? Elle a dit que tu t'étais approché pendant qu'il parlait et que tu avais commencé à agiter des documents partout. J'y ai raconté à Camille ce qui s'était réellement passé. Quand j'y ai fini, il y a eu un silence qui a duré assez longtemps pour que je vérifie si elle n'avait pas coupé. Il ne t'a pas mentionné du tout. Pas une seule fois. Autre silence. Papa, il va dire que c'est de ta faute. Tu le sais, n'est-ce pas? C'est déjà ce qu'il fait. Que est-ce que tu vas faire? J'y ai regardé le dossier. Sur la table de la cuisine. Je vais parler à quelqu'un. J'y avais un avocat en tête, un homme nommé Maître Maillard, qui s'était occupé de la succession des Hélène et d'un litige foncier que j'y avais eu avec un voisin il y a 7 ans. Maillard était méthodique, calme et parlait franchement, ce que j'y appréciais. J'y ai appelé son bureau ce matin-là et j'y ai laissé un message. Il m'a rappelé dans l'heure passée jeudi, a-t-il dit. Nous verrons ce que vous avez. J'y ai passé les 2 jours précédant ce rendez-vous à parcourir mes dossiers. J'y ai tout trouvé. La co-signature du prêt original de 2019, les 4 chèques personnels que j'y avais écrits en 2020 quand le premier lancement de produit avait mal tourné, 8 000, 12 000, 15 000 et 9 000 euros. Les reçus des artisans pour les travaux de rénovation, les 47 000 euros que j'y avais mis en tant que ce que Mathieu avait appelé un investissement informel, et ce à quoi je pensais maintenant plus attentivement. J'y ai tout mis dans un nouveau dossier, organisé par date avec les totaux écrits dans la marge. Le chiffre en bas était de 320 200 euros. Mathieu a appelé 11 fois de plus au cours de ces 2 jours. J'y ai laissé chaque appel aller vers la messagerie vocale. Je n'ai pas écouté les messages. Le jeudi matin, je me suis rendu au centre-ville et je me suis assis en face de Maître Maillard dans son bureau. Il a examiné les documents avec ce genre de silence concentré que je me rappelais de son travail sur la succession. Quand il a eu fini, il les a posés sur le bureau et m'a regardé. Le prêt co-signé est intéressant, a-t-il dit. Vous n'êtes pas l'emprunteur principal. Mais vous êtes responsable. Voulez-vous formellement poursuivre le recouvrement? Ou s'agit-il plutôt de clarifier votre situation? Les deux, ai-je dit. Les chèques personnels sont plus délicats sans accord de prêt écrit. A-t-il déjà reconnu qu'il s'agissait de prêts plutôt que de cadeaux? Dans des SMS, oui. Je les ai. Il a dit, je te rembourserai quand nous serons rentables, plus d'une fois. Maillard a hoché la tête. Sortez-les. Cela aide. Il a tapoté les reçus de travaux. Ceux-ci sont à vous de plein droit, quoi qu'il en soit. Vous avez effectué des travaux sur une propriété commerciale. Même les accords de travail informels peuvent être quantifiés. Il s'est légèrement penché en arrière. Julien, le total ici est significatif.
Quel résultat recherchez-vous réellement? J'y ai réfléchi. Je veux qu'il comprenne que ce que je lui ai donné n'est pas gratuit. Que cela a un poids. C'est un objectif différent de celui de récupérer l'argent. Je sais, mais je veux faire les deux. Maillard a écrit quelque chose dans son bloc-notes. Donnez-moi une semaine. Je vais préparer une mise en demeure et nous verrons comment il répondra. Cela nous en dira long sur la suite. Je suis rentré chez moi en début d'après-midi, passant devant la sortie pour Villefranche sans m'arrêter. Camille m'avait proposé de me retrouver pour déjeuner, mais je lui avais dit que je devais gérer cette partie seule. Elle comprenait. Elle avait toujours compris cela chez moi, même quand Mathieu ne le faisait pas. La mise en demeure est partie le vendredi suivant par courrier recommandé et par email. Maillard elle avait écrite dans ce langage précis. Froid qu'utilise les documents juridiques, obligations impayées, accords informels attestés par des communications écrites, demande de reddition de compte pour les fonds avancés. Cela ne menaçait rien directement. Cela rendait simplement le chiffre visible, 320 200 €. J'y étais dans le garage en train de réorganiser des bacs de rangement quand Mathieu a appelé le samedi matin. Cette fois un numéro que je ne reconnaissais pas. J'y ai répondu avant de m'en rendre compte. As-tu vraiment engagé un avocat? Sa voix était tendue d'une manière que je n'avais plus entendue depuis qu'il était adolescent et que je l'avais surpris en train de mentir sur l'endroit où il était rendu. Pourrait m'envoyer une lettre. Comme si je n'étais pas ton fils. Que est-ce qui ne va pas chez toi? Bonjour Mathieu. Ne fais pas ça. Ne sois pas calme comme si c'était normal. Tu es parti de ma fête et maintenant tu m'envoies des documents juridiques. Comprends-tu à quel point c'est insensé? Je comprends que cela semble dérangeant. On dirait que tu essaies de détruire ce que j'y ai construit. J'y ai posé le bac que je tenais. Ce que tu as construit, ai-je dit. Parlons de ce que tu as construit. C'est reparti. J'y ai co-signé un prêt dont tu avais besoin parce que ton crédit n'était pas assez solide pour l'obtenir seul. Je t'ai signé 4 chèques en 2020 quand ton produit a échoué. Elle m'a dit que tu me rembourserais quand tu serais rentable. Est-ce que elle entreprise est rentable maintenant, Mathieu? Silence. La rénovation de ce bâtiment. J'y ai donné 8 week-ends. J'y ai fait 3 heures de route à chaque fois. Je ne t'ai jamais rien demandé en retour, sauf d'être traité comme si j'y avais ma place dans la pièce que j'y ai aidé à construire. Ma voix restait égale. J'y avais décidé avant cet appel que je n'allais pas hausser le ton. Mardi dernier, ta femme m'a conduit au bar par le coude comme si j'y étais quelqu'un qui était entré par hasard dans la rue. Léa essayait juste de. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques, Léa. J'y ai besoin que tu comprennes ce que tu me dois. Pas seulement l'argent. La décence humaine de base. Il est resté silencieux un moment. Quand il a repris la parole, sa voix avait changé, elle était moins tranchante. Plus prudente. Je t'enverrai quelque chose. Un chiffre. Nous pouvons conclure un accord de paiement. Je ne suis pas intéressé par un accord de paiement. Je suis intéressé de savoir si tu comprends ce qui s'est passé. Je comprends que tu sois en colère. Ce n'est pas la même chose. Papa, j'y ai 40 employés et 3 investisseurs qui vous ont tous vu vous approcher de moi en plein discours avec une pile de papier. Sais-tu à quoi cela ressemblait? Te soucies-tu de ce que cela a fait à ma crédibilité? J'y ai presque ri. Ta crédibilité.
J'y ai repris le bac de rangement. Envoie la lettre à Maillard. Il laisse. Occupera du reste. J'y ai raccroché. Le garage était silencieux à l'exception du bruit d'une tondeuse 2 maisons plus loin. Je suis resté là 1 minute, juste. À respirer. Puis je suis retourné au bac. Camille est arrivée ce soir-là sans prévenir, ce qu'elle ne faisait presque jamais. Elle a apporté des plats thaïlandais de Villefranche que j'y aimais et nous nous sommes assis à la table de la cuisine comme nous le faisions quand les enfants étaient adolescents et que il fallait discuter de quelque chose. Il m'a appelé, a-t-elle dit. Elle détachait un morceau de rouleau de printemps sans le manger. Il a dit que tu essayais de le ruiner. J'y ai envoyé une lettre documentant ce qu'il me doit. Ce N. Et pas ce qu'il a dit. Je sais que ce n'est pas ce qu'il a dit. Elle a levé les yeux du rouleau de printemps. Que est-ce qui se passe réellement, papa? Derrière tout ça. J'y ai pris une longue inspiration. J'y ai passé 6 ans après la mort de ta mère à me faire plus petit pour ne pas être gênant. J'y ai arrêté d'avoir des opinions sur les choses. J'y ai arrêté de demander des choses. J'y ai trouvé comment être utile sans être présent. J'y ai regardé la table. J'y ai donné à Mathieu tout ce qu'il demandait parce que c'était la dernière chose utile que je pouvais faire. Et à cette fête, j'y ai réalisé qu'il avait décidé que je n'étais qu'une ressource. Pas une personne, une ressource. Camille était silencieuse. Il n'a pas prononcé mon nom une seule fois, ai-je dit. Pas une seule fois devant tous ces gens. J'y étais dans cette pièce pendant 1h30 et j'y étais invisible pour lui. La seule fois où il m'a remarqué, c'est quand je suis devenu gênant. Elle a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne. Que est-ce que tu attends de moi? Rien. J'y avais juste besoin de le dire à haute voix. À quelqu'un qui m'aime. Elle est restée 2 heures et nous avons parlé de tout. Sauf de Mathieu. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras pendant un long moment sur le pas de la porte. J'y ai regardé ses feux arrière jusqu'à ce que ils disparaissent au coin de la rue, puis je suis rentré et j'y ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas mieux. Pas pire. Juste différent. Comme si quelque chose qui avait été maintenu en place pendant des années bougeait enfin. Je n'avais pas mis à jour mon testament depuis la mort d'Hélène. Je le savais. Maillard elle avait mentionné les 2 fois où j'y avais travaillé avec lui. C'était elle une de ces choses que je remettais sans cesse à plus tard parce que le faire revenait à admettre que j'y étais plus proche de la fin que du milieu. Et après la mort d'Hélène, je n'étais pas en état de réfléchir clairement à tout cela. J'y ai appelé Maillard le lundi matin. Je dois mettre à jour mes documents successoraux, ai-je dit. Tout. Je me demandais quand vous en viendriez là. A-t-il dit avec le ton doux d'un homme qui avait attendu patiemment. Passé. Mercredi. J'y ai passé le mardi soir à examiner les chiffres. La maison valait entre 380 000 et 420 000 euros selon le marché. J'y avais un compte de retraite, un portefeuille des investissements, une résidence secondaire à Annecy que j'y avais acheté comme location il y a 15 ans et qui valait maintenant considérablement plus que ce que j'y avais payé. En additionnant tout cela, le chiffre se situait quelque part au-dessus des 1 200 000 euros. Pas une fortune, mais pas rien. 4 décennies de travail. Je me suis assis avec un bloc-notes juridique et j'y ai écrit ce qui me semblait juste. Pas ce qui était attendu. Ce qui était juste. Maillard m'a guidé à travers tout le mercredi après-midi. Quand j'y ai fini de parler, il a regardé ses notes, m'a regardé et a hoché la tête une fois.
Cela va créer un conflit, a-t-il dit. C'est déjà le cas. La propriété des Annecy spécifiquement. Si vous la laissez à Camille et mettez la part de Mathieu dans une fiducie conditionnelle, il contestera. Que il essaie. C'est ma propriété. Je l'ai gagnée. Maillard a écrit pendant un moment. Et la maison. J'y ai pensé à Camille, qui aime. Appelait chaque dimanche depuis 6 ans, qui s'était présenté le samedi précédent avec de la nourriture thaïlandaise parce qu'elle sentait que j'y avais besoin de quelqu'un à mes côtés, qui ne m'avait jamais demandé des argents et ne avait jamais fait sentir comme un problème à gérer. À parts égales, ai-je dit. Mais je veux qu'elle soit structurée de sorte que sa part ne soit libérée que sous certaines conditions. Quelles conditions? Qu'il règle dès abord le montant impayé. Et qu'il le fasse par écrit avec une reconnaissance de la nature originale de ses paiements. Pas comme des cadeaux. Comme des prêts. Maillard est là. Notez. Et s'il ne le fait pas? Alors sa part va à un fonds de bourse des études. Je lui donnerai le nom des Hélène. Maillard a levé les yeux. Quelque chose dans son expression s'est légèrement adoucie. Le fonds de bourse des études Hélène. Morel. C'est un nom fort. Elle a été enseignante pendant 31 ans, ai-je dit. Cela semblait juste. J'y ai signé les nouveaux documents quelques jours plus tard dans la salle de conférence de Maillard avec son assistante juridique et un notaire comme témoin. En signant chaque page, je me sentais plus calme que je ne l'avais été depuis des mois. Peut-être des années. Il y a quelque chose de clarifiant dans le fait de mettre les choses par écrit. Cela les sort de LR. Où elles peuvent être déformées et discutées pour les rendre réelles. Mathieu avait répondu à la mise en demeure de Maillard par l'intermédiaire de son propre avocat, un homme nommé Maître Barrette, qui avait envoyé une lettre de 2 pages. Utilisant des mots comme avancement de part successorale et don familial pour décrire 320 000 € de prêts documentés. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai posé et j'y ai appelé Maillard. Il prétend que l'argent était un cadeau, ai-je dit. Je sais. Son avocat est bon. C'est une position des ouvertures. Standard. Nous avons les SMS. Nous les avons. Ils essaieront de les contextualiser. Langage informel. Déclaration des intentions, etc. Maillard a fait une pause. Julien, je veux être direct avec vous. Un litige est coûteux et lent. Et cela vous ferait passer tous les deux par un processus très public et désagréable. Quelle est votre priorité réelle? J'y ai réfléchi honnêtement. Je veux qu'il soit obligé de dire à haute voix dans un document signé que l'argent était un prêt. Pas pour devenir riche. Pas pour lui faire du mal. Je veux que la vérité existe. C'est un objectif de médiation, pas un objectif de litige. Alors faisons une médiation. Maillard l'a organisé en 3 semaines. 1. Médiateur neutre, une salle de conférence au centre-ville, les 2 avocats présents. Mathieu est arrivé avec Léa, ce à quoi je ne m'attendais pas. LS est assise à côté de lui dans un blazer cintré et n'a pas établi de contact visuel avec moi quand je suis entré. La médiatrice était une femme nommée Docteur Patricia Morel, qui avait une autorité calme qui me rappelait les bons professeurs que j'y avais eus à l'école, ceux qui pouvaient gérer une classe sans hausser la voix. Elle a commencé par expliquer le processus. Les 2 parties auraient le temps de parler. Rien de ce qui serait dit en médiation ne pourrait être utilisé dans un litige ultérieur. Le but était une résolution mutuellement acceptable. Mathieu a parlé en premier. Il était calme de la façon dont Joël avait vu elle être à la fête.
La version travaillée de lui-même. Il a décrit elle. Argent comme un soutien familial donné librement au cours des années difficiles. Il a décrit les travaux de rénovation comme quelque chose que j'y avais proposé de faire sans qu'on me le demande. Il a décrit la situation comme étant celle d'un père incapable d'accepter que son fils ait réussi par lui-même. J'y ai écouté sans expression. Quand ce fut mon tour, je n'ai pas haussé la voix et je n'ai pas cherché la colère. J'y ai décrit chaque transaction par date, montant et contexte. J'y ai lu à haute voix les SMS où Mathieu avait spécifiquement utilisé le mot prêt. Et dit je te rembourserai. J'y ai décrit les week-ends de rénovation. Méthodiquement, les dates, les heures, les travaux spécifiques effectués. J'y ai décrit la fête sans porter de jugement sur ce qui avait été dit, ce qui n'avait pas été dit, ce qui s'était passé quand je m'étais approché du micro. Puis j'y ai dit une dernière chose à laquelle j'y avais mûrement réfléchi pendant le trajet. Je ne suis pas ici parce que j'y ai besoin d'argent. Je suis ici parce que mon fils a décidé que la version de moi qui est utile, celle qui co-signait des prêts et signe des chèques et fait 3 heures de route pour manier le marteau, est une personne différente de celle qu'il a honte d'avoir dans la salle. Je veux que ils comprennent que ce sont la même personne et je veux un document qui le dise. Léa a regardé ses mains. Mathieu a regardé la table. Docteur Morel a regardé fixement et a hoché la tête une fois. La médiation a duré 4 heures. À la fin, l'avocat de Mathieu avait accepté un calendrier de remboursement de 180 000 € sur 3 ans commençant 60 jours après la signature et une reconnaissance écrite, soigneusement formulée mais sans ambiguïté, que les avances personnelles constituaient des prêts informels avec. Elle attendait un remboursement, et non des cadeaux. Mathieu a signé sans me regarder. Léa a signé comme témoin. J'y ai signé ma copie et je me suis levé. Docteur Morel a remercié tout le monde. Maillard a serré la main de Barrette. Mathieu a mis son manteau sans se retourner. Mathieu, ai-je dit. Il s'est arrêté menes. Et pas retourné complètement. Je suis fier de ce que tu as construit. Je veux que tu le saches. Il est resté le dos à moitié tourné vers moi pendant un moment. Puis il est sorti. Léa a suivi. Maillard a posé brièvement sa main sur mon épaule alors que nous quittions le bâtiment. Sur le parking, le vent de novembre était cinglant. Je suis resté assis dans mon utilitaire et j'y ai regardé. La copie signée de la reconnaissance dans le dossier de Maillard sur le siège passager. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais fatigué de cette fatigue qui survient après que quelque chose de long et difficile est enfin terminé. J'y ai dîné avec Camille ce vendredi-là. Elle avait choisi un restaurant à Villefranche qu'elle savait que j'y aimais, une brasserie qui était là depuis que nous avions emménagé dans la région, le genre des endroits qui ne changent pas son menu et qui n'en a pas besoin. Nous nous sommes assis dans un box des Anglais. Je lui ai tout raconté. Quand j'y ai fini, elle est restée silencieuse un moment. Que est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je vais découvrir à quoi je veux que la prochaine partie de ma vie ressemble. Que est-ce que cela signifie? Concrètement. J'y ai coupé un morceau de viande et j'y ai réfléchi. J'y ai été dans cette phase des attentes depuis que ta mère est morte, travaillant sur des choses pour des autres personnes, allant sur les projets de Mathieu, attendant les dîners de famille qui ont cessé d'avoir lieu. J'y ai été utile mais j'y ai été invisible et j'y ai laissé cela arriver. J'y ai posé la fourchette. Je veux arrêter de laisser cela arriver. Elle aime à regarder de l'autre côté de la table. Papa, que est-ce que tu vas faire? J'y ai appelé un agent immobilier pour la propriété des Annecy. Pas pour la vendre, pour la rénover.
La rénover vraiment cette fois, comme Gian avait toujours eu l'intention. Et j'y ai réfléchi à cette idée de projet de logement. Tu sais, le terrain vide près de l'ancien entrepôt de meubles. Elle a hoché la tête lentement. Il y a une association qui fait des initiatives de logements sociaux pour seniors dans le département. J'y ai rencontré le directeur lors d'un événement il y a 2 ans. Je l'ai appelé la semaine dernière. Il cherchait quelqu'un avec de l'expérience en construction pour conseiller sur un projet. J'y ai repris la fourchette. Il s'avère qu'être un entrepreneur avec 40 ans d'expérience est réellement utile quelque part. Elle a souri. Le premier vrai sourire que j'y avais vu chez elle depuis des semaines. Maman aurait adoré ça. Je sais qu'elle aurait aimé. Nous sommes restés à table pendant presque 2 heures à parler de choses qui n'avaient rien à voir avec Mathieu. Son travail, qu'elle aimait mais qu'elle pensait quitter. Un homme qu'elle voyait depuis 3 mois et dont elle n'avait pas encore parlé, ce qui me disait que c'était sérieux. Un voyage qu'elle voulait faire au printemps, au Portugal. Peut-être ou en Espagne. Je suis rentré chez moi avec les fenêtres un peu baissées malgré le froid et le chien m'a accueilli à la porte et je suis resté dans la cuisine un moment à ne rien faire des autres qu'être dans ma propre maison. Et sentir qu'elle était à moi. 2 semaines plus tard, j'y ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Puis j'y ai réalisé que j'y avais bloqué le numéro habituel de Mathieu. Je l'ai lu 2 fois avant de répondre. Papa, j'y ai entendu dire que tu faisais le projet de logement avec Gilles Faure. Il t'a mentionné lors d'une réunion où j'y étais. Les gens ont une grande estime pour toi. Je pensais que tu devrais le savoir. J'y ai posé le téléphone et j'y ai fait du café en réfléchissant à ce que j'y allais répondre. J'y ai écrit 3 versions différentes, je les ai toutes supprimées et j'y ai fini par choisir 5 mots. Merci de me l'avoir dit. Sa réponse est arrivée 4 minutes plus tard. J'y ai réfléchi à ce que tu as dit lors de la médiation sur le fait d'être la même personne. Je n'ai pas encore les bons mots mais je pense comprendre ce que tu voulais dire. Je l'ai lu 3 fois. J'y ai pensé à Hélène qui avait toujours cru que les gens pouvaient grandir si on leur donnait l'espace et la raison de le faire. J'y ai réfléchi à savoir si c'était une croissance réelle ou une stratégie. Je n'étais pas sûr qu'il soit possible de le savoir encore. C'est un début. Ai-je répondu. Je n'ai pas eu de ces nouvelles pendant encore 3 semaines. Puis un chèque est arrivé par courrier recommandé, le premier versement du calendrier de remboursement, exactement le montant convenu, attends. Pas de mots. Pas de carte, juste le chèque. Je l'ai déposé et j'y ai mis le reçu dans le dossier que je gardais à cet effet. L'organisation de Gilles Faure s'appelait Logis Solidaire et le projet était un complexe de 24 logements près du centre de Lyon, conçu spécifiquement pour des résidents de plus de 65 ans avec des revenus modestes. Je suis intervenu en tant que consultant bénévole en construction, ce qui signifiait que j'y assistais aux réunions de planification, parcourais le site et disais aux architectes quand quelque chose allait coûter 3 fois plus cher que ce qu'ils pensaient et pourquoi. C'était le moment où je me sentais le plus engagé depuis des années. Lors de la première réunion de chantier, Gilles m'a présenté au groupe et a mentionné mon parcours. Elle une des plus jeunes architectes, une femme nommée Déborah qui ne devait pas avoir 30 ans, elle m'a regardé avec ce genre d'évaluation franche que les jeunes professionnels réservent aux plus âgés quand ils essaient de savoir si elle expérience est réelle. Combien de temps dans la construction résidentielle a-t-elle demandé. 37 ans. 20 ans à mon compte. Commercial aussi. Un peu. Plus récemment. Elle a hoché la tête et s'est retournée vers les plans.
Mais elle a commencé à me poser des questions après cela et à la fin de la réunion, nous étions plongés dans une conversation sur le drainage des fondations que tout le monde avait fini par ignorer. Sur le trajet du retour, je réfléchissais encore au problème et j'y ai réalisé que j'y attendais avec impatience. La réunion de suivi de jeudi d'une manière que je n'avais pas ressentie pour quoi que ce soit depuis longtemps. J'y ai appelé Camille le dimanche comme des habitudes. Elle m'a demandé comment le projet avançait et j'y ai parlé pendant 20 minutes sans m'arrêter, ce qui n'est pas quelque chose que je fais normalement. Elle a ri et a dit que je semblais être une personne différente. Je me sens comme une personne différente, ai-je dit. Différent en bien. Oui, ai-je dit. En bien. La rénovation à Annecy avançait aussi, plus lentement que je ne le voulais mais régulièrement. J'y avais engagé un entrepreneur local en qui j'y avais confiance et je montais toutes les 2 semaines pour vérifier l'avancement. La propriété était une maison des années 60 avec de bonnes bases qui avait été louée pendant 15 ans et qui avait besoin d'une sérieuse remise au goût du jour. J'y y mettais de l'argent réel, le genre d'argent que l'on ne dépense pas. À moins d'être déterminé à garder quelque chose. Mon plan était de la garder. Pas de la louer, pas de la vendre, de l'utiliser. Un endroit où aller quand j'y avait besoin d'être ailleurs, quelque part qui n'avait rien à voir avec la version de ma vie à Lyon. Hélène avait adoré Annecy. Nous avions parlé d'y prendre notre retraite. Un autre plan qui avait été rattrapé par les événements. Je suis monté un week-end dès octobre et j'y ai passé 2 jours à inspecter la rénovation en cours, à prendre des notes, à discuter de la disposition de la cuisine avec l'entrepreneur. Le samedi soir, je me suis assis sur la terrasse arrière avec une bière et j'y ai regardé la dernière lumière quitter le ciel sur les montagnes et j'y ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme de la paix, pas de la joie mais quelque chose de plus calme que cela. Et l'absence de cette tension sourde que je portais depuis si longtemps que j'y avais oublié ce que c'était que de ne pas la voir. J'y ai pensé à Mathieu. J'y ai pensé à la fête, au dossier, à la médiation. J'y ai pensé au moment où j'y étais sorti par ses portes vitrées et m'étais assis dans mon utilitaire en me sentant vieux et invisible. J'y ai pensé à ce qu'il avait fallu pour arrêter de ressentir cela. Ce n'avait pas été une seule chose. Ce n'avait pas été la lettre ou la médiation ou le testament. Cela avait été la décision qui était venue en premier et qui avait rendu tout le reste possible. La décision d'arrêter de me faire plus petit pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Hélène le savait de moi. Elle avait dit plus d'une fois de sa façon douce et directe que je donnais trop. Et demandais trop peu et qu'un jour ce déséquilibre me coûterait quelque chose. J'y avais toujours pensé qu'elle parlait d'argent. Il s'avère qu'elle parlait de quelque chose de plus difficile à remplacer. Le dimanche matin, je suis redescendu vers Lyon avec les fenêtres baissées et la radio allumée, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Mon téléphone a vibré quelque part près de Bourgoin-Jallieu, un SMS de Mathieu demandant si j'y étais libre pour un appel cette semaine. J'y ai attendu d'être chez moi, que le chien soit nourri. Et d'avoir un café devant moi avant de répondre. Mercredi soir vers 19h, c'est bon pour moi, ai-je écrit. D'accord, a-t-il répondu. Merci. J'y ai mis le téléphone dans ma poche et je suis allé à mon bureau où les plans de logis solidaire étaient étalés. Déborah avait envoyé une proposition de drainage révisée que je voulais examiner avant la réunion de jeudi. Je me suis assis et je me suis mis au travail. Mercredi est arrivé et Mathieu a appelé à 19h08, ce qui signifiait qu'il était nerveux. J'y avais toujours pu le deviner chez lui.
Salut, a-t-il dit. Salut. Une pause. Comment se passe le projet de logement? Très bien. Nous avons commencé le terrassement la semaine dernière. C'est génial. C'est vraiment génial, papa. Il semblait sincère. En fait, j'y en ai parlé à l'un de mes investisseurs. Il se trouve que sa mère cherche exactement ce genre d'endroit. Je ne sais pas si c'est une information utile. Ça pourrait l'être. J'y en parlerai à Gilles. Une autre pause. C'était là. Danse habituelle autour de la chose qui devait être dite. J'y ai commencé une thérapie, a dit Mathieu, depuis le mois d'août environ. Léa et moi y allons. Tous les deux. Pas seulement ensemble, séparément aussi. Il s'est arrêté. Je ne dis pas ça pour marquer des points. Je le dis parce que c'est pertinent par rapport à ce que je veux te dire. D'accord. J'y ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle j'y ai fait ce que j'y ai fait à la fête. Pas seulement à la fête. Avant cela aussi. Depuis quelques années, honnêtement. Sa voix était prudente. Comme s'il lisait quelque chose qu'il avait écrit. Je pense que j'y avais honte d'eux. Là où j'y avais commencé. Pas de toi, mais de elle dont j'y avais eu besoin. Comme. Si les gens voyaient à quel point tu m'avais aidé, ils penseraient que je n'avais pas réussi par moi-même. Et alors j'y ai juste, jeté et réduit pour pouvoir me sentir plus grand. Et c'était mal. Je suis resté silencieux un moment. C'est une chose plus difficile à dire que ce que la plupart des gens arrivent à faire. Ai-je dit. Il a fallu quelques mois de thérapie pour en arriver là. Je sais. Je suis désolé, papa. Je suis désolé pour la fête. Je suis désolé pour les années précédentes où je t'ai fait sentir comme une note de bas de page. Tu n'es pas une note de bas de page. J'y ai pris une inspiration. Par la fenêtre, le quartier était sombre et calme. Le chien dormait par terre à côté du bureau. Les plans des Annecy étaient toujours sur la surface devant moi. J'y accepte tes excuses, ai-je dit. Je veux que tu le saches. Mais j'y ai aussi besoin que tu saches que les excuses sont le début de quelque chose, pas la fin. La confiance prend du temps. Je sais. Je ne ferme pas la porte. Je te dis que la porte est entrebâillée, pas ouverte. C'est juste. Et Mathieu, le deuxième paiement est dû en mars. À elle. Heure. Sans que j'y ai à demander. Un court silence. Il sera là. Bien. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Il a posé des questions sur la propriété des Annecy. J'y ai posé des questions sur l'entreprise. Il a mentionné un nouveau contrat. Quelque chose avec un réseau hospitalier à Saint-Étienne, ce qui semblait être un véritable progrès. Je ne lui ai pas dit que j'y étais fier de lui. Parce qu'il était trop tôt pour cela, et cela aurait semblé comme si je pardonnais plus que je ne le faisais réellement. Mais je l'ai pensé. Après avoir raccroché, je suis resté assis un moment avec le café refroidissant dans ma main. Il y a 6 mois, j'y étais invisible dans une pièce que j'y avais aidé à construire. Maintenant, je conseillais un projet de logement qui abriterait 48 personnes qui avaient besoin d'un endroit où se poser. J'y avais une propriété à Annecy qui était restaurée pour devenir quelque chose qui valait la peine d'être gardée. J'y avais une fille qui appelait chaque dimanche et se présentait avec des plats thaïlandais quand j'y en avais besoin. J'y avais une reconnaissance signée dans un dossier juridique qui disait que la vérité existe, que le poids était réel, que je n'étais pas une note de bas de page. Et j'y avais, pour la première fois en 6 ans, une vie qui me semblait être la mienne.
Le projet de logement a eu sa cérémonie officielle de pose de la première pierre. Par une matinée froide de novembre. Un petit rassemblement des élus locaux, de membres de la communauté et de l'équipe du projet. Gilles m'a demandé de dire quelques mots. Je ne suis pas un homme de discours, mais je me suis tenu là avec. Le vent venant du terrain et j'y ai dit ce que je pensais réellement, que le logement est la dignité, et que la dignité est ce que les gens méritent à la fin d'une vie de travail, et que j'y espérais que chaque personne qui vivrait éventuellement dans ces unités ressentirait cela. Après, Déborah m'a tendu un café de la table de restauration et a dit sans préambule, vous allez rester pour la phase 2, n'est-ce pas? Personne ne aime à parler de la phase 2. C'est moi qui vous le demande. J'y ai pris le café. Derrière elle, le terrain vide était balisé avec des piquets des arpentages, les ossements nus de quelque chose qui finirait par être réel, solide et utile. Oui, ai-je dit. Je resterai. Elle a hoché la tête comme si c'était réglé et est retourné parler à l'architecte. Je suis resté là encore une minute dans le froid, regardant juste les piquets dans le sol, pensant à ce qui se construit et à ce qui reste derrière et à la différence entre les deux. Cette histoire nous rappelle avec force que le respect ne se gagne pas seulement par le travail acharné ou la générosité, mais aussi par la capacité à poser des limites fermes, même envers ceux que nous aimons le plus. Julien représente cette génération de bâtisseurs silencieux qui, par amour, finissent parfois par s'oublier. Son parcours montre que la retraite n'est pas une fin, mais une occasion de se redéfinir et de reprendre sa place légitime. En exigeant la reconnaissance de ses efforts, il ne cherche pas à détruire son fils, mais à lui enseigner la valeur de l'intégrité et de la gratitude. C'est un récit poignant sur la dignité humaine et la reconstruction de soi, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour cesser d'être une note de bas de page et redevenir l'auteur de sa propre vie. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà dû fixer une limite stricte avec un membre de votre famille pour préserver votre propre respect? Comment cela a-t-il transformé votre relation sur le long terme? Partagez vos expériences dans les commentaires.